Yahoum, TGS TV, samedi après-midi, on est en direct et on est avec Monsieur Denis Mercier. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir de vous inviter. On va profiter que vous soyez de passage à Toulouse pour justement pour pouvoir nous éclairer sur pas mal de trucs. Donc ce TGS là, c'est une première fois. Alors c'est une première fois déjà que je mets les pieds à Toulouse et, Okay. au TGS, et c'est fabuleux de voir un tel engouement tout autour des jeux et de la culture en général. Ouais. Voilà, je suis ravi d'être là. Ben, on est ravis de vous recevoir aussi parce que forcément on va parler un petit peu de votre parcours et il est loin d'être anodin parce que donc vous rentrez tout d'abord en tant qu'infographiste chez Delphine Software à une période où le jeu vidéo est un petit peu en train il renaît un petit peu de ses cendres. On a connu une grande crise du jeu vidéo, le jeu vidéo a failli mourir et donc on est vraiment dans de l'expérimentation. Quel a été votre parcours avant Delphine Software? Parce que pour être recruté comme ça en tant qu'infographiste ou en tant que concepteur sur un jeu vidéo, il faut connaître un petit peu le média. Et l'informatique, la programmation à cette époque, c'est loin d'être simple. Oui, alors j'ai commencé en 1986 à peu près, mais j'ai commencé à dessiner sur l'ordinateur dès 82 au joystick. En fait, il n'y avait pas encore de souris. Donc sur Commodore 64, mais c'est vrai que dans les années 85-86, il n'y avait pas d'école, donc seuls les amateurs, ceux qui étaient passionnés de dessin et de jeu, pouvaient être des candidats à faire des jeux. Donc j'ai commencé à éditer en indépendant avec Paul Cuisset un premier jeu qui était un casse-briques. Au début, ça s'appelle Tonic Tide sur Atari ST. D'accord, ouais. C'était un clone. On voulait faire un clone d'Arcanoid, on n'a pas eu les droits. On a fait Tonic Tile, qui était le premier jeu sorti. Puis Bio Challenge. C'était notre première visite à Delphine Software, puisque la bande son avait été faite à Delphine Software. Et surtout que l'Atari ST est vraiment connu à cette époque pour être le super ordinateur capable de faire du son de manière extraordinaire, avec un digitaliseur intégré, etc. Hein. Tout à fait, avec une palette de couleurs qui était incroyable pour l'époque, 16 couleurs parmi énormément. Et donc on a commencé comme ça, à éditer des jeux en indépendant. Moi je faisais mes études, donc je faisais ça en parallèle. Paul de son côté a fondé Delphine Software, et moi je l'ai rejoint une fois que j'avais fini mes études en tant qu'infographiste. Donc on se connaissait déjà. Oui, d'accord. Et donc pour Opération Stealth à l'époque, la version PC, l'adaptation de la version PC, et puis ensuite Croisière pour un cadavre. Croisière pour un cadavre. Et puis, la plupart des jeux depuis Flashback, Fade to Black, Motoracer. Parce que c'est quand même vachement risqué à cette époque. Le jeu vidéo n'est pas du tout comme on l'entend aujourd'hui. C'est un média qui peine à sortir de la crise dans laquelle il est tombé. Donc vous, à cette époque-là, vous aviez vraiment senti que le média avait un potentiel? Pas du tout. C'est la passion en fait. J'étais passionné. J'avais fait des études industrielles, de dessin industriel, etc. Oui, d'accord. Et mes études finies, j'avais le choix entre travailler dans l'industrie ou exercer ma passion. Et j'ai préféré exercer ma passion. Et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, je travaille encore dans le jeu vidéo, heureusement, et c'est devenu une industrie. C'est devenu une industrie, mais bon, en fait, on va justement aller au fond de ce que vous faites, pourquoi vous avez commencé, parce que forcément il y a eu Croisière pour un cadavre, mais après il y a eu Flashback, c'est quand même un jeu français qui a passé la barre des 500 000 ventes à l'époque, ce qui est juste prodigieux. Donc sur Flashback, vous avez usé de rotoscopie. Oui. Puis dans Fade to Black, c'est de la motion capture. Donc là c'est des technologies de pointe, puisque la rotoscopie, c'est réservé qu'au cinéma finalement. On peut en voir pas mal d'extraits dans le dessin animé du Seigneur des Anneaux ou dans d'autres films ou dans d'autres documentaires. Mais là, l'adapter aux jeux vidéo, ça a peut-être été une première à ce moment-là. Oui. Je crois que c'était vers 94-95. Je pense qu'on a été le premier studio à utiliser de la rotoscopie, de la motion capture pour le jeu vidéo. Cryo, on a utilisé pour faire l'adaptation de...
Alien, je crois, Ouais, mais d'accord. que pour les scènes cinématiques, pas pour le temps réel. Oui, d'accord. Pour nous, c'était le prolongement de la rotoscopie. On s'est dit, on passe en 3D pour Fade to Black. Ouais. Donc c'est naturellement qu'on utilise cette technologie qui est une technologie médicale, Oui. avec 4 caméras. On avait un système 4 caméras optiques, maintenant c'est complètement désuet. Et on faisait le tracking complètement manuellement. C'est-à-dire que pour voir le mouvement, il fallait qu'on attende, on avait peut-être une après-midi de travail Oui, oui. à indiquer tel marqueur, c'est le numéro 13, etc. Et on pouvait voir Ouais. au bout de quelques heures le résultat. Complètement expérimental, Voilà. donc sans trop de certitude sur le rendu que ça pouvait avoir après dans le jeu, quoi. Non, oui. Après, on s'est douté quand on a vu les nuages de points bouger et montrant l'animation des personnages, on s'est dit oui, Ça va, on ça va marcher. On retrouve la même chose. Ouais. Ensuite, c'était que technique, comment avec Softimage, on pouvait retranscrire ces nuages de points en mouvement de squelette. Et ensuite, le squelette, ça on savait faire, l'utiliser dans notre jeu, voilà, Ouais. pour déformer le mesh, la carcasse du personnage, et puis des morphes aussi qui étaient faits avec cette technologie. On peut vous définir comme un pionnier en fait de cette époque, hein, parce que là, on est vraiment dans des techniques qui ensuite ont été copiées dans d'autres modèles, hein, d'autres modèles de jeu, puisque Mais Flashback avait marché. aussi fluide, aussi vu par la presse comme une révolution, ça avait été jamais vu avant, quoi. On Ouais, était vraiment, c'était- hein. C'était précurseur, oui, oui. Maintenant, c'est quelque chose de commun. Oui. En 2017, Oui, mais d'accord, certes. en 1995, c'était tout à fait original. Oui. On avait eu la chance d'avoir fait Flashback qui avait marché et d'avoir pu investir dans Oui. des stations silicone, dans un système optique pour Ouais. justement préparer l'avenir. Et alors, l'avenir après, ça s'est passé pour vous en 2003. Vous rentrez chez Ubisoft. Oui. 2003, ça veut dire qu'on a déjà eu la PlayStation puisque c'était 97. Mais 97, Ubisoft, c'est aussi Rayman. Donc c'est des techniques de déplacement de personnages un peu étranges puisque on a énormément de fluidité dans les mains, dans les bras. On a Tonic Trouble aussi qui fait bouger des yeux, des bouches, indépendamment du corps, et ça donne une animation extrêmement dynamique. Mais alors vous rentrez en 2003 pour travailler sur un autre projet, une nouvelle licence qui va être Splinter Cell. Donc Oui. Splinter Cell à l'époque c'est encore un grand boom dans le jeu vidéo puisque on est dans du volumétrique au niveau des lumières et au niveau des ombrages qui a jamais été vu, qui a jamais été fait. Alors qu'est-ce que ça fait justement d'avoir intégré cette énorme entreprise pour travailler, alors à l'époque qui était peut-être un peu moins grande, mais pour travailler sur ce genre de concept, ce jeu en fait qui a été une nouvelle franchise finalement. Oui, oui, tout à fait. C'est Splinter Cell Pandora Tomorrow. Oui. Euh, Donc le 2, le deuxième volume. Le 2. Ouais. J'étais assez fan du premier. Et le fait de pouvoir travailler sur le 2, ça a été très intéressant. La version originale était la version qui était Xbox. Oui, Et moi, Tout à j'ai fait. travaillé sur la version PS2 et GameCube, d'accord. qui était faite à Paris. La version originale était faite à Shanghai, avec aussi un peu de staff de Paris qui s'était D'accord, oui. déplacé. Et donc on a fait en sorte que ça fonctionne sur les consoles PS2 et GameCube avec la GBA qui se connecte pour avoir le plan. Je me rappelle, ouais. Là, c'est sympa. Et ce jeu était intéressant aussi pour le côté gameplay, intégrer la lumière qui permet d'être vue ou cachée. Ou pas vu, ouais. Ça apportait une nouvelle dimension au gameplay. Ah oui, carrément. Et c'est quelque chose qui, plus tard, pour Ghost Recon Wildlands, nous a donné envie de redonner aux lumières aussi cet ingrédient-là et de se dire on peut casser toutes les lumières. Ouais. Et c'était pas simple à faire, mais on a voulu essayer de creuser au niveau gameplay cette idée-là pour ceux qui ont envie de jouer avec ce style-là d'infiltration. L'infiltration, ouais, c'est génial. C'est vraiment, clairement qu'il y a des sensations de Splinter Cell dans Ghost Recon Wildlands sans aucun problème. Je peux vous le dire, puisque je joue forcément dans cette optique-là, dans le Wildlands, en infiltration, en étant, voilà. Que ça fait quoi d'être artisan du Made in France en fait? Parce que là, c'est encore une fois une prouesse technologique sur Splinter Cell. Ça fait quoi justement d'avoir été au cœur de ces changements qui font qu'aujourd'hui tout le monde fait ça, quoi. Ouais, je pense qu'en France on a la chance d'avoir beaucoup de talents, beaucoup d'écoles maintenant qui forment des gens et des équipes Oui. et des sociétés qui sont là pour justement pousser les produits.
en France, mais aussi dans d'autres pays également, Oui. et de bénéficier de cette dynamique-là. Et je dirais qu'en France, on a eu la chance de commencer un peu plus tard que les Anglais, mais pas beaucoup plus tard. Les Anglais étaient nettement en avance dans les années 80 sur les Sinclair, Auric, etc. Oui. Mais j'avoue que par la suite, on a pris le train en marche et on a pas mal rattrapé. Carrément. Ça reste un très gros marché avec beaucoup d'éditeurs, etc. Oui. Mais je crois que chaque éditeur a a son propre ADN. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance. Il y avait Infogrames à Lyon. On a eu beaucoup de capital. Oui. Et aujourd'hui encore, par exemple chez Ubisoft, on est présent à Lyon avec Ivory Tower. On est présent à Bordeaux, Montpellier depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Annecy, C'est la maison mère, même à Annecy Montpellier. et Paris. Ouais, Voilà, ouais. c'est toute la France. Oui. Et puis on travaille. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet qui se fait uniquement en France. Par exemple, sur Wildlands, on travaillait avec 5-6 pays différents. Oui. Quand on lit les crédits, on voit effectivement. Oui, je lis les crédits. Avec la Roumanie, avec l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie. Il y a du savoir-faire un peu partout, en fait, riche, c'est ça. Oui, Shanghai, c'est vraiment riche. Et le fait d'avoir dans ses collègues, même à Paris, des collègues qui viennent de toutes les parties du monde, comme dans d'autres industries, comme les effets spéciaux ou autres, c'est vraiment enrichissant. Il y a une émulsion, quoi. Et qu'on soit à Bucarest ou à Paris, les développeurs sont aussi passionnés. Oui. Quand on demande des choses, ça ne va pas être une corvée, ils ont envie de bien faire, d'avoir une feature, ce qu'on ne voit pas ailleurs, et le souci du détail. C'est vraiment en plus repousser les limites, en fait, parce que j'ai pu voir en direct la conférence Ubisoft à l'E3 cette année, et lorsque j'ai vu l'annonce qui a été faite, j'ai perdu son nom, et en plus je suis tellement dans le jus que l'annonce qui a été faite de Beyond Good and Evil 2, où on voit qu'on peut passer sans transition du sol de la planète à l'espace. C'est juste un truc sidérant, parce que après j'ai vu forcément des vidéos où on voit le détail qui a été apporté, par exemple à la statue de Bouddha, où c'est qu'on peut se promener dessus, le vaisseau qui est à côté, c'est sidérant. Et là je me dis, ça y est, Ubisoft a encore basculé à apporter encore un truc, une nouvelle technologie, une nouvelle manière d'appréhender le truc, quoi. C'est un peu dans l'héritage des mondes ouverts. C'est-à-dire, dès lors que l'on veut explorer, par exemple dans Ghost Recon Wildlands, c'est le cas. On peut passer d'un extérieur à une vue complètement éloignée, un peu comme Google Earth. Oui. Et c'est ça. C'est le temps. Quand on prépare, les jeux demandent du temps, notamment quand on a des transitions technologiques telles que celle-là. C'est-à-dire qu'on passe de jeux où on avait des temps de chargement, on attendait, on chargeait des levels. Il y a quelque chose où il n'y a pas du tout de... il n'y a pas de transition. Là, c'est seamless, on ne veut pas de transition. Et du coup, il faut mettre en place des technologies de méga textures qui nous permettent comme ça de voir très très loin, de charger au fur et à mesure. Et il faut l'implémenter dans les moteurs. Il faut que ça puisse fonctionner, que ce soit compatible avec les différentes consoles, que ce soit la Xbox, Donc techniquement, ce sont des choses qui ne se voient pas. Toujours des barrières, qui demandent beaucoup de temps. De travail. C'est évident. Et c'est très fin, c'est très fin. Même jouer en ultra à Wildlands est une expérience. Juste entre le très élevé et l'ultra, il y a une différence. Il faut une carte vidéo qui a 6 Go de RAM, quoi. Oui. Alors, je peux le faire avec ma machine physique, ma station, mais avec mon portable, je ne peux pas. Donc on se dit waouh. Là, ils ont poussé le bouchon encore plus haut. L'idée, c'est l'avantage également des PC, c'est quand on fait maintenant un jeu, la vie d'un jeu, c'est pas simplement 8 mois en rayon et on est amené à les exploiter et à les faire vivre les plus extensions, longtemps, etc. apporter de nouvelles choses, nouvelles maps. Et le PC, la plateforme PC a ça d'intéressant, c'est que la puissance est illimitée dès lors qu'on rajoute des cartes, etc. Et nous, on se doit de pouvoir faire un jeu qui tourne sur des consoles actuelles, mais ouvrir aussi les performances graphiques à ce qui va arriver dans plus tard, 3 ans, dans 3 ans, 4 ans, pour que justement ce sera le nouveau standard, machine puisse montrer. C'est bien. Voilà. Et nous, on se fait plaisir aussi avec ça. Ça fait plaisir aux yeux aussi. C'est immersif, c'est fait. Voilà. Les télé HDR, par exemple, ça va être aussi un nouveau défi
On a la 4K, En 4K, ouais. pour la définition, Oui. mais le fait que la télé puisse éblouir, faire des effets. Du HDR, c'est-à-dire elle balance 3 images en même temps. Parce en fait, qu'en photographie, le HDR, c'est enfin voilà, oui, la technique du HDR en photo, c'est de faire la réunion de 3 images, une en sous-exposition, une en C'est ça. voilà. voilà. Donc on va pouvoir Donc avoir ça. le range de la photo, qui Oui. va de quelque chose qui est très sous-exposé à surexposé, qui est très grand. Les télés aujourd'hui ne peuvent pas le délivrer. Oui. Donc c'est pour ça que quand on est en intérieur, dans un intérieur, à l'extérieur par les fenêtres, c'est surexposé. Oui, etc. oui, oui, oui. Donc là, les télés, elles vont être capables, à la fois quand vous êtes en intérieur, d'exposer correctement l'intérieur, mais à l'extérieur, comme avec l'œil humain qui est plus tolérant que les caméras, Oui. sera plus grand. Et oui. Mais du coup, un soleil ne sera pas lumineux à 255, mais à des milliers, voire millions. Et du coup, on aura une Alors, image, de par sa définition et sa profondeur, qui sera très réaliste. Encore plus réaliste Encore que plus ce qu'elle est réaliste, aujourd'hui. parce que Ouais. les lumières seront respectées. Et alors du coup, entre l'écart technologique de flashback et aujourd'hui, est-ce que vous imaginiez est-ce que vous avez un jour imaginé, là, quand vous étiez en train de faire à votre rotoscopie le personnage de flashback, est-ce que vous disiez dans 20 ans on sera dans des mondes ouverts avec tout ça, on pourra conduire des bagnoles, des hélicos, des trucs, on pourra faire exploser les lumières, on pourra se faire exploser avec du C4 comme ça m'est arrivé d'ailleurs parce que j'avais pas tout volé à la touche, j'avais posé un peu de C4 pour tester, faire une infiltration dans Ghost Recon, mais c'est extraordinaire quoi. Enfin, Ouais. est-ce que vous vous êtes imaginé que ça pourrait être ça? Ah ben, pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai choisi de travailler dans le jeu vidéo, Ouais. mais pensant que ça allait s'arrêter dans 2-3 ans. C'était un peu au jour le jour, on peut Ouais, pas ouais, prévoir. ouais. C'est aujourd'hui ça marche, mais demain. Et étant fan, étant petit d'images de synthèse, Oui. je collectionnais toutes les images d'Imagina. Et quand j'ai su qu'on allait se mettre à la 3D et apprendre Softimage, la 3D pour le jeu vidéo, c'était deux passions, la passion de l'imagerie 3D. Oui. Et du jeu vidéo Qui se rejoignaient. fusionnaient. Ouais, Pour ouais. moi, c'était Boum. le Nirvana. Et puis après, tout ce qui a suivi. Et avec l'avantage d'avoir pu apprendre progressivement la 2D, la 3D en production sur le tard. Et ça, c'était Ouais. plutôt sympa. Ah oui, de toute façon, c'est toujours des nouvelles technologies qu'il faut qu'on découvre en permanence, se mettre à la page. Voilà. Veille technologique. Et plus ça va, plus ça devient, ça devient un vrai challenge. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, pour faire un personnage, on met 5 fois plus de temps qu'il y a 10 ans. Oui, forcément. Ouais. La complexité, parce qu'on va utiliser des logiciels pour les habits, La personnalisation qu'il y a dans Ghost Recon, elle est quand même terrible. Hein. c'est fou. Waouh. Mais alors ça, c'est encore un autre challenge, c'est justement de pouvoir complètement changer de type de personnage, Ouais. faire en sorte que tous les accessoires, les costumes se modifient, qu'on puisse assembler Ouais. n'importe quel accessoire avec n'importe quel type de personnage. Ça a été un casse-tête pour l'équipe qui a travaillé dessus. Et on peut s'habiller comme Splinter Cell, comme Sam Fisher en plus. Aussi, c'est clin d'œil. Et il y a de belles choses à venir en DLC sur Ghost Recon, Ouais. vraiment pour faire plaisir aux fans. The Division aussi, j'ai énormément adoré. Hein. Ouais. Ouais. Pardon, énormément adoré. Enfin, voilà, c'était New York, quoi. Une ambiance lourde. J'ai trouvé ça vraiment très réussi. Ouais, c'est fou. L'ambiance était vraiment. Waouh. C'est pour ça que j'y jouais d'ailleurs. Plus pour ça que pour le côté MMO en fait. Vous voyez? Ouais. Le côté 3C aussi était intéressant, je trouve, dans The Division. Ouais. On avait exploré aussi cet aspect-là avec Ghost Recon Future Soldier. Oui. Cette technique de cover qui est assez intéressante Ouais, pour la ouais, progression. ouais. Moi, j'aimais beaucoup. C'était chouette. C'est Ouais. quelque chose qu'on a choisi de pas garder pour Wildlands. Il y a Enfin, différemment. on a quand même la possibilité On de peut quand se même s'y plaquer au mettre, mur. mais Ouais. C'est moins du shoot and cover. Bon, ok. Ben, c'est fabuleux tout ça. Est-ce que vous avez le mot de la fin du coup? J'espère pouvoir travailler encore dans ce domaine encore longtemps, mais ça ne fait plus de doute qu'en tout cas que j'y sois ou pas, le jeu vidéo a encore de belles années devant elle. Quand je vois en VR tout ce qui se fait, c'est incroyable. Ouais. Et je me dis qu'il y a... C'est l'avenir là encore. C'est fabuleux. Et moi je suis ravi de voir ça, de voir d'où on est parti et Oui. où on va. Et où on va, ouais. Et c'est fabuleux.
Ok, ben en tout cas, on va vous remercier d'être passé sur le plateau de TGS TV aujourd'hui en live au Toulouse Game Show. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et un très bon séjour sur notre salon. Merci, bon salon à vous. Merci à vous. Ciao.